Et également des articles de sensibilisation et de communication préventive, notamment sur les risques d'épisodes sur notre région. Donc quelques exemples à gauche des prévisions quotidiennes, mais également des articles plus précis pendant les intempéries, encore une fois. On reviendra dessus tout à l'heure, comment on élabore ces prévisions. Le suivi en temps réel, avec donc on poste des messages pendant les intempéries et les internautes nous relaient toutes les informations sur l'ensemble de la région. Ça permet vraiment d'avoir un maillage assez important. On sait vraiment le temps qu'il fait dans pratiquement chaque village de la région. Et également donc, des articles de sensibilisation et de communication sur le risque. Donc on va vous montrer vraiment comment sont réalisées nos prévisions. Je vais laisser la parole à Christophe. Finalement, l'un des principaux enjeux pour nous, c'est de pouvoir faire des prévisions météo afin d'anticiper au plus vite les risques hydrométéorologiques susceptibles d'endommager des parcelles agricoles par exemple, ou de générer des problématiques pour les collectivités ou même pour les particuliers. Donc pour prévoir le temps, on utilise des modèles numériques de prévision. Ce sont des modèles mathématiques qui calculent divers champs de prévision. Et en couplant ces différents champs, on arrive à faire des prévisions qui sont plus ou moins fines. Donc on utilise des modèles qui sont plus ou moins globaux à longue échéance, et plus on se rapproche de l'échéance, on va utiliser des modèles à résolution fine, c'est-à-dire des modèles qui prennent en compte les reliefs, les effets locaux, et qui ont une maille qui est vraiment très, très fine. Donc on va vous développer un exemple, celui du 23 août 2015, lors d'un épisode pluvieux orageux qui avait touché Montpellier et qui avait inondé une bonne partie de la ville. Dans un premier temps, ce qu'on fait en général, c'est qu'on établit une première tendance entre J5 et J7 de l'épisode. Donc on s'intéresse à des modèles globaux, des modèles un peu plus généralistes qui utilisent une maille large. Donc la carte à gauche, c'est un de ces modèles-là, c'est le modèle GFS. Donc là, ça nous propose, c'est une carte des champs de pression qui sont modélisés à l'échelle de l'Europe, de l'hémisphère nord. Et donc là, quand on voit ce type de carte-là, on se rend compte qu'il y a une dépression qui est positionnée entre l'Irlande et le proche Atlantique. Et cette dépression que l'on voit ici, elle va obligatoirement favoriser un flux de secteur sud sur la Méditerranée. Et donc là, on sait que ça commence à être propice à un événement pluvieux. Et bien évidemment, pour confirmer ce ressenti, on utilise d'autres cartes, telles que la carte à droite là, de précipitation, où l'on voit effectivement que le modèle réagit, commence à mettre des précipitations. Donc là, c'est vraiment la première indication que l'on cherche à rencontrer pour pouvoir prévenir la population qu'il y a un risque d'épisode pluvieux. Quand on voit ce type de carte, la première chose que l'on fait, c'est qu'on communique immédiatement. Donc là, c'est le premier communiqué qu'on avait fait pour de possibles orages en Languedoc-Roussillon. On l'avait fait une bonne semaine avant, dans mes souvenirs. Ensuite, on va affiner les prévisions à J3 ou J4 de l'événement. Donc on va se servir toujours des modèles globaux tels que GFS, que la carte que vous voyez à gauche, mais également des premiers modèles à maille fine, le modèle à droite qui est le modèle WRF. Donc là on a une gestion un peu plus rigoureuse des effets de relief et surtout une maille qui est plus fine, ce qui nous permet de mieux modéliser, de mieux voir où sont les cellules orageuses, où se situe le risque pluvieux orageux le plus important. Et donc là, quand on avait vu ces cartes, on s'était rendu compte que le département de l'Hérault serait certainement le département le plus concerné. Donc on a continué de communiquer en disant qu'il y aurait de possibles orages fortement pluvieux du côté des Cévennes, à J3 ou J4 de l'événement. Ensuite, on va vraiment affiner les prévisions avec des modèles à maille très fine. Donc on va utiliser le modèle à Rome notamment, où on va s'intéresser à de nouveaux champs de prévision. À gauche, vous avez l'instabilité de la masse d'air. Donc finalement, pour faire simple, plus la couleur est vive, plus elle vire vers le rouge-violet, plus la masse d'air est instable. Et inversement, plus ça part vers le bleu, moins c'est instable. Et donc là, on se rendait compte qu'il y avait de fortes instabilités sur le département de l'Hérault. Et dans le même temps, le modèle voyait des précipitations sur tout le département. Donc en couplant ces deux paramètres, instabilité et champ de précipitation, on savait qu'il allait y avoir des orages. C'est vraiment comme ça qu'on établit nos prévisions aujourd'hui, en croisant ces différents paramètres. Donc tu peux revenir juste en arrière. La problématique aujourd'hui, c'est que oui, les modèles ils arrivent à voir qu'il y a un contexte qui est propice aux orages. Par contre, au niveau des cumuls attendus, c'est souvent bien en dessous de la réalité. On le voit sur la carte, il était prévu par le modèle entre 15 et 20 mm sur la carte de droite. En réalité, il en est tombé plus de 10 fois plus.
Ces cartes-là nous ont conduit donc à communiquer à nouveau, avec là un risque d'orage violent attendu sur l'Hérault et le Gard. Donc les deux zones qui étaient les plus assujetties à ce risque. Et on communique souvent avec des cartographies pour vraiment montrer au grand public où sont les zones qui risquent d'être les plus impactées. Consécutivement à ces prévisions, on a mis en place une carte des risques, donc qui était vraiment qui localisait une bonne moitié est de l'Hérault, le Gard, le sud de la Lozère, avec un risque maximal pour la ville de Montpellier et sa périphérie. Et donc à droite, vous pouvez voir où les cumuls les plus importants ont été relevés. Donc Alex, je ne sais pas si tu peux montrer avec le laser, mais grosso modo, on a l'arrière-pays montpelliérain et également le bassin montpelliérain. Donc là, pour le coup, la prévision s'est avérée plutôt bonne. Et lors de cet événement, il y a eu des records de pluviométrie, puisque la station de Montpellier a enregistré près de 65 mm en une demi-heure et plus de 100 mm en une heure. Donc de tels cumuls, forcément, génèrent des dommages, des effets de ruissellement en zone urbaine et des débordements de certains cours d'eau. À noter également 2 victimes emportées par le Vermançon, donc pas très loin de la fac et à 1 km environ de la fac. Et les images de Montpellier lors de cet événement qui a été anticipé une bonne semaine à l'avance. On le voit ici, la rue de Montasino, qui a été quartier Gueulangue, qui a été inondée, et le LES, bien évidemment, qui a réagi à cet événement. On voulait vous montrer également une comparaison entre la modélisation et la réalité, pour en fait expliquer qu'aujourd'hui, les cartes météo, on en trouve un petit peu partout sur Internet, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'expertise. Le modèle météo, ce jour-là, et ça c'est un petit peu ce que vous retrouvez sur toutes les applications météo, ce sont des données qui sont générées automatiquement. Le modèle météo, ce jour-là, vous voyez des cumuls de 15 à 20 mm, localement 30 mm sur le bassin alésien. Et en réalité, quand on regarde les cumuls qui sont tombés, on se rend compte que localement, il est tombé entre 150 et 200 mm, voire davantage. Donc conclusion, ce qu'il faut bien comprendre dans ces prévisions orageuses, c'est que l'expertise, elle est obligatoire. Le modèle, il voit qu'il y a un contexte qui est propice aux orages, mais si derrière, on ne s'intéresse pas vraiment aux critères très fins de la prévision orageuse, on ne peut pas anticiper vraiment le potentiel. Donc il faut forcément s'intéresser à d'autres champs de prévision, comme on vous l'a montré précédemment. On voulait également parler un petit peu des vigilances Météo France, puisqu'elles sont souvent contestées et critiquées, notamment dans nos départements qui sont quand même régulièrement en vigilance. Donc les vigilances orange, la réflexion a été menée après les tempêtes à la fin des années 99, et elle est devenue vraiment opérationnelle en 2001, avec une première vigilance rouge pour les orages sur le département du Gard, c'était en 2002. Donc malheureusement, cette vigilance avait été déclenchée trop tardivement, c'était en pleine nuit. La moitié du département était déjà privé d'électricité et à 1h30 du matin, les gens n'étaient pas trop connectés sur le site Météo France pour s'en rendre compte. Depuis, il y a bien évidemment eu des améliorations, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que la vigilance, il y a du bon dans la vigilance forcément, mais il y a aussi du moins bon. Le problème, c'est que la réflexion est menée à l'échelle du département. Et certes, aujourd'hui, il est difficile de savoir précisément où les orages vont se localiser, mais on se rend souvent compte que le département de l'Hérault est en vigilance. Et par exemple, à Montpellier, vous êtes inondé, mais dans le même temps, à Béziers, il fait soleil. Et les personnes qui vivent dans le Biterrois ne comprennent pas pourquoi leur département est en vigilance rouge, tandis que ceux qui sont à Montpellier trouvent que le niveau n'est pas assez élevé. Donc on insiste vraiment là-dessus, et c'est aussi pour ça que nous, on ambitionne de se développer d'outils de prévision plus localisés, via une carte des risques, pour vraiment pallier à ces manquements-là et informer la population de façon bien plus précise. Concernant la vigilance dans nos départements, on a également des seuils de pluviométrie qui sont très élevés, ce sont les plus élevés du territoire. Donc on va surtout s'intéresser au niveau de vigilance orange et vigilance rouge. Finalement, les seuils pour qu'on soit en vigilance orange, il faut qu'ils tombent environ 80 mm en 3 heures sur des secteurs très localisés. Donc ce sont les cumuls qui vont générer les premiers effets de ruissellement et d'inondation. Ou 120 à 300 mm en 24 heures. Pour la vigilance rouge, on est plutôt sur des cumuls de 200 mm en 6 heures et plus de 300 mm en 24 heures. Alors ça veut dire que si les prévisions ne voient pas des cumuls supérieurs à 200 mm, aucune probabilité d'être en vigilance rouge. Alors que parfois, sur des sols saturés, 150 mm suffisent à créer de grosses catastrophes. Donc ça aussi, c'est un petit peu délicat à prendre en compte. Par ailleurs, on a également des seuils dits biométéorologiques, donc qui vont être liés par exemple au timing de l'épisode. Forcément, un orage qui va se produire à la sortie des bureaux à 17h dans le centre de Montpellier,
aura nettement plus de conséquences qu'un orage qui se produit un mercredi soir à 4 h du matin. Il y a beaucoup moins de monde sur la route. Donc ce sont ces facteurs-là qui sont pris en compte. Et également, un fait à souligner, on défend souvent Météo France là-dessus, c'est que parfois des cumuls de 150 à 200 mm sont prévus. Et si ces cumuls, finalement, ils tombent dans les zones de garrigue, là encore, ça passe inaperçu. Par contre, si ces cumuls viennent à tomber dans une zone urbanisée, telle que Montpellier, Nîmes ou encore Béziers, les conséquences sont nettement plus graves. On va également vous montrer un exemple assez complexe de la vigilance. Pendant les crues de la Seine, donc en juin 2016, donc pour un peu le contexte, on a des crues très importantes sur toute l'île de France, et même ailleurs. Et on a donc une réunion entre Madame Royal, le directeur, un ingénieur de Météo France et le directeur du Chapi, donc de Vigicru, qui sont en train de discuter justement sur la vigilance et savoir s'ils vont passer une vigilance orange ou rouge. Ils discutent sur la vigilance. Donc on vous a mis l'extrait. Sur Rouen, le passage de la vigilance orange à la vigilance rouge, quel est l'écart aujourd'hui par rapport à ces prévisions? Est-ce qu'il ne faut pas passer tout de suite en vigilance rouge? D'un point de vue purement météorologique sur les orages, ça ne vaut pas un rouge. Il y aura peut-être un orange, il n'y a pas que les orages. Pour les il n'y a pas que les orages. C'est le chapitre qui nous donnera ces instructions. Vous ne trouvez pas que ce serait judicieux de passer en vigilance rouge sur Rouen? Madame la ministre, d'après les dernières prévisions, nous sommes en vigilance orange, mais malgré effectivement les fortes marées attendues, nous devrions effectivement rester largement sous le seuil effectivement de déclenchement de la vigilance rouge. Mais il faut, je vous confirmerai ces chiffres. Monsieur, hier, il n'y avait pas ces précipitations d'une telle densité qui étaient prévues, on est bien d'accord? Nous sommes bien d'accord. Bien, donc je pose la question de savoir s'il ne faut pas déclencher avant la nuit la vigilance rouge. À l'échelle des bassins versants, Madame la Ministre, les cumuls de pluie demeureront très limités. Monsieur Beaucry de Météo France nous parlait effectivement de cumuls de l'ordre de 50 mm, mais sous orage, et sur des périmètres qui seront très petits en fait à l'échelle des bassins versants. Donc il nous semble que la vigilance orange constitue effectivement le niveau requis pour la région de Rouen. La vigilance orange sur Rouen a été déclenchée ce matin. Ce matin, madame. Et depuis ce matin, est-ce qu'il y a une évolution de l'anticipation des précipitations? Ce matin, on n'avait pas ces chiffres sur les précipitations à Rouen. Ça s'est amplifié. Ça s'est peu amplifié effectivement par rapport aux données que nous avions déjà pris en considération ce matin. Ça s'est amplifié quand même. Donc soyons vigilants. Je souhaite qu'avant 18 h, un point soit refait, ou avant la tombée de la nuit, 18-19 h, pour savoir si on passe en vigilance rouge, qu'on n'attende pas la nuit. Alors, on a bien une discussion assez, on va dire, opposée, avec donc les ingénieurs Météo France et du Chapi qui disent qu'on reste en dessous des seuils de la vigilance rouge et qu'on est sur des critères de seuil de vigilance orange. Toutefois, on voit qu'à 20 h, on a une vigilance rouge qui est déclenchée, donc contre l'avis des prévisionnistes. Les crues sont modérées et le matin à 8 h, on repasse en vigilance orange. Donc en fait, on était en vigilance rouge de 20 h à 8 h du matin. Donc on voit quand même que ce système de vigilance est assez complexe, que les décisions peuvent être prises plus en amont, plus en aval selon le contexte. Et là, on était dans un contexte de crues importantes sur Paris, donc il fallait absolument communiquer. Donc on voulait revenir sur cet épisode assez particulier. Donc on va voir maintenant les outils de suivi en temps réel. Je vais laisser la parole à Christophe. Notre second secteur d'activité, finalement, c'est de suivre les événements météorologiques en temps réel. Et donc, on se sert d'outils de détection qui sont dédiés à cela. Donc, vous pouvez en voir quelques aperçus ici. En haut à gauche, c'est une carte où on suit les impacts de foudre. Au centre, vous avez une imagerie radar où on voit les précipitations. En bas à gauche, c'est une image satellite où on voit le déplacement des masses nuageuses. Dans le détail, ici, c'est des exemples de suivi en temps réel que l'on a mené sur nos réseaux. Donc l'imagerie radar provient du site InfoClimat. On a la chance d'ailleurs d'avoir un des modérateurs d'InfoClimat ce soir. On te salue. Et donc ces imageries radar, finalement, elles nous servent à voir, après la phase de prévision, comment se déplacent les cellules orageuses.
Donc sur la situation du 10 octobre 2014, la carte de gauche, on voit bien on avait bien prévu en fait qu'il y avait un risque orageux sur le département du Gard, mais la complexité c'est de savoir où allaient se positionner ces orages. Et on voit encore une fois que le système orageux est ultra localisé. Il s'étire en fait le long de l'autoroute A9 entre Sommières et Luzège essentiellement. Donc là encore, on en revient à la complexité de ces événements-là. Ils sont généralement très localisés. Et c'est vraiment le deuxième boulot qu'on a, nous, sur Météo Languedoc et dans notre entreprise maintenant, c'est de pouvoir, après les prévisions, informer la population des événements à venir et surtout en faisant des prévisions à très court terme. Selon comment les orages se déplacent sur l'imagerie radar, on va pouvoir anticiper un petit peu ce qui se passe en amont, 1 ou 2 heures avant par exemple. On a également d'autres exemples avec l'imagerie foudre. Donc là, c'est simplement chaque point représente un impact de foudre. Et finalement, ces cartes qui sont actualisées toutes les 5 minutes, elles nous permettent de savoir un petit peu si l'orage il est en phase mature ou non, est-ce qu'il continue de se développer et surtout aussi de voir comment il se déplace. Après la phase d'anticipation au niveau des prévisions, ça nous permet vraiment d'apporter un service exhaustif et à la population et aux activités qui sont météo-sensibles. On se sert également de sites internet, donc je vais peut-être laisser développer puisque tu as fait ton stage là-bas. Donc on a le site de l'État Vigicru, avec donc des relevés en temps réel des stations des différents cours d'eau, notamment principaux mais également secondaires sur certains départements. Et on a également donc, en période d'intempéries des prévisions détaillées dans un bulletin texte. Et donc ça fait office également de vigilance couplée à celle de Météo France. L'épisode méditerranéen. C'est vrai que souvent dans les médias, on entend épisode Cévenol. S'il y a des inondations à Nice, épisode Cévenol. Des inondations à Nîmes, épisode Cévenol. À Perpignan, épisode Cévenol. Et ça, on y tient, on revient souvent là-dessus parce qu'on veut apporter une distinction entre l'épisode Cévenol et l'épisode méditerranéen. Ce sont deux phénomènes qui sont complètement distincts. Alors, je vais vous décrire dans un premier temps la phase d'épisode Cévenol, en vulgarisant au maximum. L'épisode Cévenol, finalement, le principe de formation, c'est lorsqu'on a un fort vent marin qui se met en place sur la Méditerranée, un vent qui apporte de l'humidité, mais également de la chaleur. Et ces vents, lorsqu'ils viennent buter contre le relief des Cévennes, cela crée un forçage ascendant. L'air doux et humide va remonter le long du relief, va s'élever, et on assiste alors à la formation de nuages qui vont stagner sous cette zone, parfois pendant 48 heures, voire davantage de temps. Pour peu que la masse d'air soit instable, à ce moment-là, les nuages deviennent orageux. Et dans cette configuration, on a de fortes pluies orageuses qui persistent sur les Cévennes. Donc vraiment, on insiste là-dessus. L'épisode Cévenol, c'est sur les Cévennes, ainsi que sur les zones de Piémont. Donc par exemple, Alès, Saint-Martin-de-Londres, tous ces secteurs-là qui peuvent être impactés également. Donc les zones de Piémont et les reliefs qui sont prioritairement impactés par les fortes pluies. En plaine, généralement, on a juste un fort vent, parfois quelques pluies, mais sans grandes conséquences. Et ça donne lieu à des crues éclairs qui peuvent être importantes et qui peuvent quand même se propager vers les plaines. On le voit notamment avec les Gardons ou encore le fleuve Hérault. On assiste parfois à des événements dramatiques de fortes pluies sur les Cévennes qui vont faire propager les crues jusqu'en plaine. La saisonnalité, bien évidemment, c'est essentiellement l'automne et l'hiver, mais on peut en avoir tout au long de l'année. Alors, contrairement à ce qu'on entend, c'est pas forcément parce que la mer est chaude qu'il y a des événements pluvieux orageux. C'est avant tout parce qu'à cette période de l'année, on arrive au moment où on commence à avoir une activité dépressionnaire qui se met en place sur l'Atlantique. Et ces dépressions-là tendent à glisser vers le bassin méditerranéen. Donc, d'une part, on a de l'air froid qui se met en place par la Grande-Bretagne, et on a encore effectivement de l'air doux qui stationne à proximité de la Méditerranée. Je parle bien d'air doux et pas d'eau chaude. Et cet air doux va favoriser vraiment la mise en place d'une masse d'air instable et donc propice à ces phénomènes orageux. Un exemple qui date un petit peu, on l'a pas connu, nous, celui-là. Le 30 septembre 1958, donc une crue sévère des Gardons, avec 500 mm en moins de 24 heures sur les Cévennes. Ce jour-là, en plaine, il n'a pas énormément plu. Pourtant, l'événement a fait 36 victimes, avec des dégâts qui étaient très sévères, d'une part sur le fleuve Hérault, entre Ganges et Gignac, mais d'autre part, ici, c'est le pont de Nerf, dans le Gard, entre Alès et Nîmes. Donc on va revenir maintenant sur les épisodes dits méditerranéens. Donc on vous a mis l'animation infrarouge là. On voit vraiment que les masses nuageuses remontent de Méditerranée et viennent donc sur notre région, à la différence des épisodes Cévenol, comme l'a dit Christophe, qui se forment directement sur les Cévennes. Là on voit vraiment l'intérêt de l'impact de la mer.
Pour revenir sur les secteurs concernés, là on est donc sur les littoraux et les plaines, donc notamment Montpellier, entre autres. Les phénomènes, c'est des crues éclairs et des ruissellements urbains, et la saisonnalité automne et hiver également. On vous a mis quelques exemples. Le 3 octobre 88, la photo au-dessus avec 11 morts à Nîmes. Les 8 et 9 septembre 2002, avec 24 morts dans le Gard, un des épisodes les plus importants connus. Et aussi, parce que ça ne touche pas que la région, on va revenir dessus, le 15 juin 2010, dans le Var, notamment dans le secteur de Draguignan. Un exemple pour montrer avec une photo à Montpellier le 29 septembre 2014, pendant l'automne particulièrement pluvieux, avec des inondations à répétition. On va revenir rapidement sur les différents types d'inondations, notamment la différence entre crue et inondation déjà. Donc il faut savoir qu'on parle de crue lorsqu'un cours d'eau gagne en débit ou en hauteur d'eau, et lorsqu'il y a une surverse sur les zones inondables, à ce moment-là on parle d'inondation. Donc on va revenir sur les principaux types d'inondations dans notre région, les crues éclairs et les ruissellements urbains, avec des exemples détaillés. Donc pour la crue éclair, on revient sur, c'était septembre 2014. Ici on a donc le Lez et le Liraud, qui est un affluent du Lez, en amont. On a quelques chiffres avec 4,70 m en 2 heures pour le Liraud, mais c'est surtout 1,40 m en 15 minutes. Sachant que les pas sont toutes les 15 minutes, on peut imaginer que le 1,40 m s'est fait encore plus rapidement. Donc les comportements adoptés, c'est se réfugier à l'étage le plus haut et s'informer avec les sites de Vigicru, comme on a pu le voir, Hydro-Réel, c'est comme Vigicru, par internet et notamment par radio, notamment les radios à pile pour les coupures de courant. On vous a mis une petite vidéo d'une crue éclair. Maintenant, on va passer au ruissellement urbain. Donc ici, Vigicru ou Hydro-Réel qui suivent les cours d'eau n'ont pas le même intérêt, étant donné qu'ici, c'est uniquement de la pluie sur des surfaces imperméables. Donc on vous a mis une petite vidéo ici, c'est à Draguignan, donc le 15 juin 2010. Donc on voit ici la force de l'eau. Il y a une hauteur d'eau assez faible, de 10 à 20 cm grand maximum, et pourtant on voit que les voitures sont emportées. Donc dans ce cas-là, inutile de traverser la rue, là on est tout de suite emporté. Dans cette configuration, on vous a mis un moyen de protection assez efficace et simple, ça s'appelle le bâtard d'eau, donc c'est une planche qu'on met devant les portes et les fenêtres pour que l'eau puisse ruisseler et donc ne pas rentrer dans les habitations ou les commerces. Un petit message de prévention quand même en réaction aux images que l'on vient de voir. C'est vrai qu'on ne se rend pas souvent compte de l'arrivée d'une masse d'eau aussi rapide, mais en fait c'est un petit peu ce qu'on essaie de communiquer maintenant autour de nous. C'est qu'on peut avoir de gros orages qui se produisent en tête de bassin versant, et on l'a vu sur la vidéo, en rien de temps l'eau se propage, et on assiste souvent à des décès dans ces configurations-là finalement, puisque les personnes, si elles ne sont pas prévenues et qu'elles sont à proximité du cours d'eau, elles se font emporter. Même remarque pour le ruissellement urbain, on a souvent l'impression qu'on peut traverser un ruissellement urbain quand il y a 20 ou 30 cm d'eau. En réalité, avec de tels débits, on se rend compte qu'un humain se fait rapidement emporter. Et c'est vraiment là-dessus que ce schéma revient. C'est un schéma qu'on a récupéré, je ne sais plus trop où d'ailleurs.
Mais en fait, on se rend compte que plus il y a du courant, forcément, plus la capacité de résistance d'un humain est peu élevée. Et pour un enfant, donc très rapidement, avec 30 cm d'eau, il se fait emporter immédiatement, même 20 cm dès qu'il commence à avoir du courant. Et là, on se rend compte que pour les adultes, dès qu'on commence à avoir un petit peu de courant, donc plus de 0,25 mètres secondes de courant, la capacité de résistance devient également très faible. Donc vraiment, on insiste là-dessus. Si un jour vous êtes dans Montpellier, vous sortez de la fac, il y a une inondation, n'essayez pas de traverser la rue en torrent parce que vous êtes sûr de perdre à ce jeu-là. Et malheureusement, c'est souvent le comportement humain qui est à l'origine des pertes humaines, donc il faut vraiment se sensibiliser là-dessus. Là, j'aimerais juste rajouter, on parle des humains, mais c'est exactement pareil pour les voitures qui se font rapidement emporter, que ce soit des petites voitures ou même des 4x4. Malheureusement, on le voit assez souvent sur les ponts submersibles. L'exemple tragique de 2014, une famille entière emportée sur un pont submersible à Cruguet-Lascaux dans le Gard. 3 morts. On vit dans un territoire à risque. Les orages ici, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et on vous a partagé une petite étude qui a été réalisée par des climatologues chez Météo France. Et finalement, on s'est intéressé aux occurrences de pluie. Donc vous pouvez voir sur les 4 cartes le nombre de jours par an où l'on a relevé respectivement 80 mm en 24 heures, 100 mm, 150 mm et 200 mm. Donc 80 mm, ça commence à correspondre au seuil où on commence à voir les premiers effets de ruissellement, les premières problématiques liées aux inondations. Et on se rend compte que finalement, pour le département de l'Hérault, du Gard et de l'Ardèche, on est systématiquement les départements les plus exposés du pays. Donc ici, que l'on soit dans l'Hérault ou encore dans les départements voisins, on est dans un secteur qui est vraiment fréquemment exposé à ce type d'événements. Et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter, donc il faut vraiment en prendre compte aussi. Ces événements sont amenés à se reproduire, et même si souvent dans la presse on entend on n'a jamais vu ça, en réalité, quand on cherche dans les écrits, on se rend compte que des catastrophes telles que 2002 dans le Gard ou encore 2010 dans le Var ont déjà existé. C'est des événements qui vont se reproduire. On a donc souhaité mettre en place une petite réflexion. Est-ce que le changement climatique est en cause? Donc là, on vous répondra avec le recul qu'on en a que c'est une réponse qui est à construire dans le temps. Vous nous direz que ce n'est pas une réponse très constructive, mais on souhaite un petit peu nuancer l'image et les propos qui sont tenus un petit peu de partout dans la presse. Oui, le réchauffement climatique, il est indéniable, les températures se réchauffent, ça on ne peut pas le nier. Par contre, faire une corrélation directe entre le réchauffement et le nombre d'épisodes pluvieux orageux dans nos régions, c'est très délicat, on va vous le montrer juste après. On a également une autre remarque, c'est l'augmentation du nombre de catastrophes. Suite à cette question, on répond souvent qu'aujourd'hui les événements sont surmédiatisés. Avec l'émergence des réseaux sociaux et plus encore des technologies, tout le monde a un téléphone, donc tout le monde peut faire des photos. Aujourd'hui, on a une information qui est nettement plus importante, nettement plus régulière que ce qu'on avait encore, mais ne serait-ce qu'il y a 30 ans. Et on a également une vulnérabilité structurelle qui s'accroît par endroits avec une prolifération des enjeux. Bien évidemment, là où il tombait 300 mm il y a 50 ans en pleine campagne, aujourd'hui ça n'a pas les mêmes conséquences quand ça tombe au même endroit dans des secteurs qui sont urbanisés. Donc plus il y a de construction, plus on assiste à ces phénomènes de ruissellement. L'étude se poursuit avec ce graphique, on va s'intéresser essentiellement à la courbe rouge. Donc là c'est le nombre d'événements, le nombre d'épisodes supérieur à 190 mm en 24 heures. Et on se rend compte qu'entre 1950 environ et nos années, le nombre d'événements supérieurs à 190 mm en 24 heures n'a pas vraiment augmenté. Si on mettait par contre une courbe de température, on verrait nettement l'augmentation des températures. Conclusion, on peut affirmer que le nombre d'épisodes aujourd'hui n'est pas forcément corrélé à la température. On s'est rendu compte par contre que le réchauffement climatique pouvait avoir un facteur aggravant, c'est-à-dire qu'avec de l'air chaud en position de façon plus récurrente, il y a une masse d'air qui est souvent plus instable. Et donc de ce fait, quand on a tous les mécanismes qui sont en place pour avoir des épisodes pluvieux orageux importants, on se retrouve parfois avec des cumuls de précipitations un peu plus importants. Donc dans l'idée de démontrer un peu tous ces épisodes sur la région et plus, on va revenir sur les épisodes les plus importants sur tout l'arc méditerranéen. Et la liste est non exhaustive évidemment. Avec les crues du Gardon, le 16 octobre 1907, avec 25 morts sur l'automne, des dégâts matériels encore très importants,
Et un total de 2300 mm sur les Cévennes sur plusieurs épisodes, ce qui est assez exceptionnel. On a également septembre 2005, avec un épisode qui touche le bassin nîmois, montpelliérain et toute la Camargue. Heureusement pas de pertes humaines cette fois-ci, mais encore une fois des dommages importants, et jusqu'à 400 mm en pleine en 48 heures. On a sûrement connu de beaucoup la série d'inondations meurtrières durant l'automne 2014, avec de nombreux épisodes, plus d'une dizaine je crois, qui touchent l'ensemble de l'arc méditerranéen, de Perpignan à Nice jusque sur la Corse, avec des épisodes à répétition qui dépassent souvent 300 à même 400 mm en 48 heures. Avec une photo ici, donc c'était à Nîmes, je ne sais pas si vous pouvez en dire plus que ça. À Nîmes, ici, c'est la problématique des cas d'euro finalement. Donc c'est le secteur de Camp-Planier, je ne sais pas s'il y a des Nîmois dans la salle. Oui, il y en a, j'en ai reconnu. Et justement, la problématique de Nîmes en 2014 est la suivante, c'est que les orages sont restés donc, sur les collines de Nîmes. En centre-ville de Nîmes, il est tombé la maudite somme de 0 mm. Par contre, sur les garrigues, il est tombé 400 mm. Et ces quartiers-là, qui se situent sur les quartiers nord de Nîmes, qui n'ont pas reçu une goutte d'eau, en un rien de temps ont été inondés. Donc là, on a remis un petit peu la notion de crue éclair, encore une fois, où on a les crues qui se propagent très rapidement dans les cas d'euro. Et ce sont des crues qui se développent dans des milieux karstiques. Donc on a, une fois que le karst est vraiment imbibé, on a des réactions qui peuvent être très brutales. Et ce jour-là, on en est intimement convaincu, si le même système orageux avait été localisé ne serait-ce que 3 ou 4 km plus au sud, on aurait eu un remake de ce qu'il y avait eu en 88, puisque les lames d'eau sont globalement similaires, les laps de temps aussi. C'est simplement que la cellule orageuse était quelques kilomètres plus au nord, ce qui fait que c'est principalement les communes situées au nord de Nîmes, la Calmette, Russan, pour ceux qui connaissent, qui ont été les plus impactées. Donc ce jour-là, Nîmes a frôlé la catastrophe. On a également, pendant l'automne 2014, des inondations à la Malou-les-Bains, avec encore une fois des dégâts très importants. Mais ces événements ne touchent pas que la région Languedoc-Roussillon. On a également l'épisode à Vaison-la-Romaine en 92, avec plus de 300 mm en 6 heures et un bilan dramatique de 46 morts, dans une région qui est peut-être moins habituée à ce type d'événement. On a l'Aude en novembre 99, avec 35 décès et encore une fois des millions d'euros de dégâts matériels et des cumuls de jusqu'à 620 mm en 36 heures. Plus récemment, on a donc le Var en 2010, qu'on voit déjà revenu dessus, et aussi les Alpes-Maritimes en octobre 2015, le 3 octobre, avec 20 décès et des cumuls jusqu'à 200 mm en 24 heures, dont 175 en 2 heures. Donc là, on est surtout sur du ruissellement. Là, en fait, sur cet événement, on se rend compte de la vulnérabilité des territoires et surtout du rôle du comportement humain, puisque l'étude de mortalité de cet événement a montré qu'une majorité des décès sont liés à des problèmes de comportement. Ça va être les personnes qui vont chercher leur véhicule dans les parkings, ça va être les personnes qui vont s'engager dans des tunnels qui sont déjà inondés, entre autres, ou sur des voiries qui sont vraiment inondées. Si on s'intéresse au cumul, en réalité, ils ne sont pas énormes. 200 mm en 24 heures, c'est 3 fois moins que dans l'Aude en 99 ou dans le Gard en 2002. Donc les cumuls n'ont rien d'exceptionnel. La lame d'eau de 100 mm en 1 heure est remarquable. Mais encore une fois, si ça a créé un tel impact, c'est que c'est tombé en zone totalement urbanisée et surtout sur des territoires qui sont bien moins fréquemment impactés que les nôtres. De ce fait, les comportements n'étaient pas aussi adaptés que ce qu'on peut avoir ici. Et face à ces aléas, finalement, que ce soit là, on vous a récemment parlé de gestion d'inondation, mais on s'intéresse bien évidemment à la grêle, aux tempêtes, aux gels, aux sécheresses, aux écarts.